Bien, je souhaite la bienvenue à tout le monde. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Euh, Au début, nous devons en principe accueillir un cinquième membre, M. Béanzin, et j'avais prévu qu'il nous fasse une petite présentation, mais malheureusement, il n'est pas connecté, donc ce serait remis pour plus tard. Ensuite, j'avais aussi prévu faire un petit résumé de la séance dernière. Nous avons commencé par l'introduction sur les vaccins et ensuite nous avons fait un petit débat sur les différents types de vaccins et également sur les nouveaux vaccins à ARN messager. C'était un débat bien animé et aujourd'hui nous allons poursuivre toujours avec nos mini-conférences. La parole sera donnée donc à Eden qui va nous présenter le cas juridique des vaccins. Donc, Eden, tu as la parole. D'accord. Donc, bonjour à tous. J'espère que vous passez un bon week-end. Donc, on va attaquer tout de suite avec le deuxième aspect du premier thème qu'on avait commencé à aborder, c'est-à-dire le cadre juridique des vaccins. Alors, donc pour introduire, j'ai fait des recherches donc, sur le cadre juridique des vaccins en me fondant essentiellement sur la documentation de l'OMS, de l'Agence européenne des médicaments, de l'Organisation africaine pour la santé. C'est un organe, l'OAS est un organe sanitaire de la CEDEAO. Et ensuite sur les tests de loi du Togo. Alors, en introduction, je rappelle donc la définition des vaccins. Les vaccins sont définis par le Haut Conseil de la santé publique française comme une préparation antigénique propre ou dérivée d'un agent pathogène permettant d'induire une réponse immune capable de protéger la personne qui la reçoit contre la survenue de la maladie naturelle. Les vaccins visent à protéger les individus. Inoculés à des personnes en bonne santé, leur utilité doit être évaluée en fonction d'un bilan entre les bénéfices pour les individus et pour la collectivité et les risques encourus, c'est-à-dire les effets secondaires plus ou moins graves. C'est ce qu'on appelle la balance bénéfice-risque. Leur fabrication et leur distribution sont ainsi strictement encadrées par les autorités sanitaires internationales, communautaires et nationales. Le processus de vaccination est un bénéfice individuel et pour la collectivité. La vaccination respecte trois logiques essentielles. Une logique d'immunisation préventive des individus sains, mais exposés à un risque d'infection. Une logique de protection individuelle contre les maladies contagieuses et transmissibles. Une logique de protection collective contre la transmission de ces maladies. On se vaccine en effet pour soi-même, mais aussi pour protéger son entourage, parents, enfants, proches et collègues, et les autres membres de la collectivité qui ne sont pas vaccinés. Mais se faire vacciner, c'est surtout accepter de se faire injecter une substance étrangère potentiellement nocive. Il est donc important de veiller à la protection des droits des récipiendaires. À partir d'un certain niveau de couverture vaccinale qui varie selon le vaccin, c'est l'ensemble de la population qui bénéficie de l'immunité ainsi construite. On parle alors d'immunité collective. Pour qu'une vaccination constitue une protection efficace collectivement contre les maladies infectieuses, l'OMS estime que la couverture vaccinale de la population doit atteindre pour certaines maladies 95%. Et chaque État s'efforce d'atteindre cette couverture vaccinale à travers sa politique vaccinale. Donc, je vais aborder ce sujet à travers un plan bipartite qui va aborder dans un premier temps la phase de fabrication du vaccin,
de l'identification du risque à la commercialisation, et la phase de vaccination proprement dite, qui va partir de la vaccination à la surveillance des effets indésirables du vaccin. On parlera alors de la politique vaccinale et des droits fondamentaux des individus. En préambule, je souhaitais rappeler la hiérarchie des normes pour qu'on situe bien le débat, qu'on situe bien le cadre juridique de ce dont on va parler. La hiérarchie des normes selon Hans Kelsen, qui est un juriste austro-américain, c'est l'ordre juridique qui repose sur un système de normes dont la cohérence est assurée par la conformité de chacune d'elles à celle qui lui est supérieure. Il identifie ainsi une hiérarchie pour les règles de droit qui sont représentées sous cette forme pyramidale. À la base de la pyramide, vous retrouvez donc les actes administratifs, les circulaires, les directives, des autorités administratives locales, des autorités administratives indépendantes, par exemple les maires ou les hautes autorités de santé. Et au-delà, au-dessus des actes administratifs, vous avez les règlements, qui sont les décrets et les arrêtés, notamment les décrets ministériels. Au-dessus de ces règlements, vous avez les principes généraux du droit, qui sont des principes dérivés de la Constitution ou des principes qui dérivent de la jurisprudence constitutionnelle. Ensuite, vous avez le bloc de l'égalité. Le bloc de l'égalité est constitué par les lois organiques, les lois ordinaires, référendaires et les ordonnances votées, les lois qui sont votées par le Parlement, et ensuite les ordonnances qui peuvent être prises en cas de nécessité par le gouvernement de chaque pays. Ensuite, vous avez le bloc de conventionnalité. Le bloc de conventionnalité se compose des traités internationaux auxquels prend partie chaque État, des normes des organisations internationales comme l'OMS, des normes des organisations communautaires comme la CEDEAO, l'Union africaine, et des traités, des alliances qui peuvent être signées par les États, comme les alliances Gavi. Et au-delà de ce bloc de conventionnalité, vous avez la Constitution, le bloc de constitutionnalité, qui se compose de la Constitution et des déclarations universelles de droit auxquelles adhèrent les États. On a notamment la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, le PIDEC, c'est le principe des droits socio-économiques des citoyens de 1966, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples adoptée en 1981. Le Togo fait partie de tous ces principes, toutes ces chartes et toutes ces déclarations internationales. Donc, on va attaquer dans la première partie qui va donc être consacrée à la réglementation de la fabrication du vaccin. Là, vous avez sous vos yeux le circuit de la fabrication de vaccins jusqu'à la vaccination des citoyens. Il faut savoir que avant la vaccination, avant la fabrication de vaccins, on a une étape essentielle qui est l'identification d'un risque sanitaire. Et le risque sanitaire peut être une maladie infectieuse, une maladie hautement contagieuse, ou une épidémie qui a lieu, ou qui risque, ou qui menace d'avoir lieu. D'accord? Cette identification est faite donc par les autorités sanitaires d'un pays. Et ensuite, vous avez la phase de la recherche qui est entreprise par soit les laboratoires privés et les laboratoires publics. Donc, vous avez une phase de recherche qui commence après avoir identifié clairement le risque sanitaire. Donc, cette phase de recherche-là dure plus ou moins longtemps, avec la fabrication des vaccins qui peut aussi durer plus ou moins longtemps. Il faut savoir que la fabrication de vaccins, en moyenne, c'est de 10 ans.
cette phase de fabrication passe par l'identification des pathogènes, des éléments pathogènes, et ensuite l'identification des éléments qui peuvent contrecarrer l'effet de ces éléments pathogènes, et ensuite les essais cliniques. Et les essais cliniques suivent des phases longues qui sont à chaque fois validées, qui doivent être à chaque fois validées, ce qui fait qu'elles sont quand même assez longues. Ensuite, vous avez la phase de contrôle qualité et sécurité qui sont faites par les laboratoires privés qui fabriquent ces vaccins. Et ces laboratoires privés vont, dans un premier temps, faire les contrôles d'une majorité des lots de vaccins fabriqués, rendre compte aux autorités qui valident les vaccins, et ensuite, ces autorités vont eux-mêmes entreprendre le contrôle qualité et sécurité de la totalité des vaccins fabriqués. Ces autorités, en France, sont notamment l'Autorité nationale de santé et des médicaments. Et au niveau européen, c'est l'Agence européenne des médicaments qui sont chargés de faire le contrôle qualité de ces lots de vaccins. Et une fois qu'ils ont validé la qualité et la sécurité de ces vaccins, ils accordent une autorisation de mise sur le marché au laboratoire qui fabrique ces vaccins. Et cette autorisation se concrétise par un certificat de libération des lots. Donc, une fois que les lots sont validés, on peut passer à la phase de la commercialisation. La commercialisation se fait par les laboratoires publics. On va rentrer dans les détails de cette commercialisation dans la prochaine séance qui sera détaillée par Sénami, je pense. Et ensuite, vous avez la campagne de vaccination. Et la campagne de vaccination donne lieu ensuite à la campagne ou simultanément à une phase de surveillance des effets indésirables qu'on appelle la pharmacovigilance. Et cette phase est menée également par l'Autorité nationale de la santé ou l'Agence européenne des médicaments. Dans la deuxième partie, la réglementation de la vaccination, je voulais vous présenter dans un premier temps les acteurs principaux de la vaccination, du processus de vaccination dans le monde. Il faut savoir qu'il y a une organisation internationale de référence de l'Organisation mondiale de la santé qui fournit des recommandations et des avis en matière de santé, en matière de santé publique. Et cette Organisation mondiale de la santé se base la plupart du temps sur les avis de l'Autorité nationale de la santé et des médicaments française. C'est une particularité. En fait, pour tout ce qui est vaccin et vaccination, l'autorité sanitaire française est compétente auprès de l'organisation de l'OMS. Cette autorité est compétente auprès de l'OMS. Ensuite, vous avez une alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination, qui est une alliance de plusieurs pays qui se sont accordés pour pouvoir partager les risques de gestion des vaccins, de la vaccination et aussi des coûts. Et nous avons notamment un programme qui est très connu actuellement dans le cadre du Covid, des vaccins Covid, qui s'appelle le programme de partage des risques pour l'achat groupé et la distribution équitable du futur vaccin Covid 2019. En 2019, il faut savoir que le Togo a reçu 64 millions d'euros d'aide de Gavi, de cette alliance-là. Ensuite, au niveau régional, on a l'Organisation Ouest-Africaine de la Santé, qui est une branche de la CEDEAO, l'équivalent de l'Agence européenne des médicaments pour l'Union européenne, qui mène des programmes de sensibilisation, des programmes d'accompagnement auprès des pays africains, notamment le programme CIVAC,
qui aident les pays à mettre en place ou à renforcer leurs groupes techniques consultatifs nationaux pour la vaccination. Ces groupes techniques nationaux pour la vaccination sont des groupes, sont des comités et des commissions qui aident les autorités africaines, enfin les autorités sanitaires africaines, à formuler des politiques de vaccination adaptées aux besoins spécifiques de leur pays, en tenant compte des contextes régionaux et internationaux. Voilà en gros les 4 acteurs principaux de la vaccination dans le monde. Ensuite, nous allons aborder la politique vaccinale. La vaccination, la politique de la vaccination de chaque pays est affirmée dans le cadre d'une politique vaccinale. D'accord? Cette politique vaccinale a pour objectif de déterminer la meilleure utilisation possible des vaccins pour protéger l'ensemble de la population contre les risques d'épidémie. Elle implique un arbitrage entre la liberté vaccinale et l'obligation vaccinale, entre les droits fondamentaux des individus et les impératifs de santé publique. Une politique vaccinale efficace est celle qui parvient à concilier ces différentes fonctions. En France, la politique de vaccination est élaborée par le ministre chargé de la Santé qui fixe les conditions d'immunisation, énonce les recommandations nécessaires et rend public le calendrier des vaccinations après avis de la Haute Autorité de Santé. Et c'est l'article L 3111-1 du Code français de la santé publique qui énonce cette règle. Donc, en France, la règle est donc la recommandation vaccinale et l'obligation vaccinale est l'exception. Au Togo, cette politique vaccinale est élaborée par décret en Conseil des ministres selon l'article 68 du Code togolais de la santé publique. Mais les articles 64 et 66 du même code donnent également au ministre de la Santé le pouvoir de rendre obligatoire les vaccins et de fixer la liste. La règle, l'obligation et la recommandation, l'exception au Togo. Nous poursuivons pour donner une précision sur les termes de recommandation et obligation vaccinale. Sur le plan international, le principe en matière de vaccination, c'est les recommandations, c'est-à-dire les suggestions fortes à observer sans obligation, sans sanction, basées sur une information simple mais argumentée et destinée d'une part aux professionnels de la santé, c'est-à-dire ces recommandations visent à orienter et modifier leur comportement individuel et collectif, le plus souvent sur la base de protocoles de bonnes pratiques, faisant consensus scientifique et l'objet de réactualisation régulière. C'est une des missions dévolues principalement à la Haute Autorité de santé publique et aux sociétés savantes. Destinée à la population, cette recommandation donne aux citoyens des conseils ou des directives sans obligation de suivi sur leur mode et leur hygiène de vie et sur des mesures d'ordre général à prendre afin de préserver leur état de santé et de prévenir des risques pour eux-mêmes, leur entourage et la société, ou d'en amoindrir les effets. À l'opposé, l'obligation vaccinale est une exception à la règle. Juridiquement, une exception veut dire que c'est une règle qui déroge aux recommandations, qui déroge totalement aux principes, les règlements, les recommandations. Entre le principe et l'exception, on a par exemple les tempéraments ou les atténuations. Donc, vous avez diamétralement opposé les recommandations et l'obligation. Donc, l'obligation vaccinale, elle, ne se discute pas, elle s'applique, elle est assortie de sanctions. Par exemple, on va vous interdire, s'il y a une obligation vaccinale quelque part, on vous interdira, si vous n'avez pas de vaccin, l'accès à, par exemple, une collectivité. On vous interdira, par exemple, l'accès à une école. On vous interdira l'accès à un restaurant ou à un endroit où il y a une susceptible une maladie. Donc, cette obligation instaurée par les pouvoirs publics, elle impose aux individus de faire ou de faire quelque chose pour leur celui de la collectivité. Elle a pour but de protéger, d'harmoniser.
Un exemple, il y a eu l'éradication mondiale de la variole ou à un moindre degré du tétanos et de la diphtérie de la poliomyélite, donc été imposé pour le vaccin DTP. Cela, l'obligation vaccinale était de faire l'objet de polémiques et avec l'émergence de mouvements anti-vaccins depuis 2016, notamment suite aux nombreuses affaires du sang contaminé, etc. Mais il faut savoir que l'État offre, le droit offre des garanties contre ces obligations vaccinales, notamment la limitation du champ de cette obligation. L'obligation vaccinale peut concerner une liste de vaccins et une liste limitative de destinataires. Et elle est assortie du droit d'information renforcé du destinataire du vaccin, que nous allons voir en détail un peu plus loin. En France, la politique vaccinale a connu un tournant décisif en 2018. Avant 2018, il y avait seulement 3 vaccins obligatoires en France, qui étaient le vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite, pour les enfants de moins de 18 mois et certains professionnels de santé. Et il y avait 8 vaccins étaient recommandés, étaient soumis à la recommandation. C'était le vaccin de la coqueluche, hémophilus, influenza de type B, hépatite B, pneumocoque, rayon rougeole. Ce système a permis d'atteindre au 31 décembre 2018 une couverture vaccinale de 74%. Mais depuis le 1er janvier 2018, suite à un rapport du comité d'augmentation de la concertation citoyenne sur la vaccination, la loi de financement de la sécurité sociale a étendu la liste des vaccins obligatoires aux 11 vaccins qu'on vient de citer. Donc, il n'y a pas eu de création de nouveaux vaccins, mais l'étendue de l'obligation couvre désormais les 11 vaccins que nous avons cités plus haut. Et la cause était la réémergence de certaines maladies qu'on croyait disparues et qui engendraient des hospitalisations vitales. Donc, on a quand même observé une vague de résistance qui n'a pas l'État, les autorités sanitaires à continuer de pratiquer ces vaccinations. La politique vaccinale en fait du droit à l'information. Je pense qu'on est coupé. Non? D'accord, je continue. Je continue. On est coupé là? Non? Non, pour l'instant, non. J'ai reçu un message comme quoi on est illimité. Bon, j'ai reçu un message aussi, d'accord. Donc, la politique vaccinale en France est assortie de garanties pour les citoyens. Les 3 garanties essentielles que je vais énoncer là sont, d'une part, le droit à l'information, qui énonce que toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposées, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences et les risques fréquents ou graves normalement prévisibles. Cela veut dire que avant de recevoir un vaccin, tout médecin, tout professionnel de santé est dans l'obligation de vous donner toutes les informations, dans l'obligation de toutes les informations concernant l'utilité du vaccin, l'urgence à faire ce vaccin, les conséquences du refus du vaccin et les risques fréquents ou graves, normalement prévisibles, c'est-à-dire les effets secondaires qui sont liés à ce vaccin. D'accord? Et cette information doit vous être présentée de manière claire et intelligible pour que vous puissiez décider en votre âme et conscience de ce que vous devez faire. Pour les majeurs, il n'y a relativement pas de difficulté. Les mineurs, le droit impose que les parents des mineurs, les personnes qui
exercent l'autorité parentale sur les mineurs puissent décider à leur place, recueillir ces informations et pouvoir décider à leur place. Les mineurs peuvent également participer à cette information-là, c'est-à-dire on est en droit, on est dans l'obligation de leur expliquer avec des mots simples quand même l'information relative à ces vaccins-là. Donc, le droit à l'information est une règle quand même très importante qui n'est pas à minimiser. Ensuite, le rôle central, la haute autorité centrale, la haute autorité sanitaire joue un rôle important qui est de délivrer l'information à grande échelle, de vulgariser cette information-là pour la rendre beaucoup plus intelligible à tous les citoyens. Ensuite, nous avons aussi la responsabilité du professionnel de santé qui doit assurer cette délivrance également au moment de faire l'acte médical. À ce droit d'information s'ajoute le consentement des patients. Il faut savoir que toute personne qui prend avec le professionnel de santé des informations de préconisation qui lui fournit a le droit d'émettre son consentement éclairé, c'est-à-dire de dire oui ou non à un vaccin. Donc, ce consentement est protégé par la loi et la plupart du temps, c'est un consentement écrit. Dans les pays africains ou autres pays moins développés, la plupart du temps, ce consentement est recueilli de manière orale. Et c'est vrai que c'est un problème parce que ça met en difficulté les patients quand ils veulent mettre en cause la responsabilité des laboratoires, quand il y a des effets secondaires ou pas. Donc, il y a un vrai problème du recueillement du consentement des patients en Afrique, de la forme du recueillement de ce consentement en Afrique. Mais en France, la plupart du temps, ce consentement se fait par écrit. Ensuite, vous avez une troisième garantie essentielle qui est le secret médical. C'est-à-dire que toute personne prise en charge par un professionnel de santé ou un établissement de service de santé a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. C'est-à-dire qu'une fois que la personne se fait vacciner, que le médecin ou le professionnel de santé a recueilli des informations sur sa santé, ce professionnel de santé ne peut pas transmettre ces informations à d'autres personnes autres que des professionnels de santé. Et même à l'intérieur de la profession, quand il doit transmettre ces informations-là à un autre professionnel de santé, il faut que cela soit nécessité par le suivi des soins, par la possibilité, la nécessité de pouvoir poursuivre les soins pour cette personne et de pouvoir faire un suivi de son état de santé dans le temps. Et le transfert, cet échange d'informations doit, là encore, recueillir le consentement du patient. D'accord? Donc, aussi bien pour effectuer l'acte de vaccination sur un patient, le médecin qui fait cet acte doit avoir le consentement de la personne. Mais ensuite, une fois que le vaccin est pratiqué, avant de communiquer l'information de savoir si la personne est vaccinée ou non à une personne tierce, le médecin doit également recueillir le consentement de la personne qui s'est fait vacciner. Donc là, vous avez les différentes garanties qui sont donc offertes aux patients en France. Nous allons maintenant voir le régime juridique de l'obligation vaccinale au Togo. Au Togo, la compétence de l'obligation, la compétence de poser une vaccination obligatoire est conférée au ministre de la Santé et au Conseil des ministres, selon les articles 66, 68 et 71 du Code de la santé publique. D'accord? Et cette compétence est soumise à des conditions. Il faut qu'il y ait un vaccin qui soit efficace contre
le mal, le risque qui est combattu, d'accord? Et il faut qu'on ait la présence d'une épidémie. Donc là, vous avez énoncé là les différentes conditions pour la mise en œuvre de l'obligation vaccinale en période épidémique. Pour l'apparition ou la menace d'une épidémie et la propagation d'une maladie infectieuse, on a alors une condition de temps et d'espace. Il faut un nombre signifiant de personnes et un seuil épidémique qui atteint, c'est-à-dire plus de 200 cas pour 100 000 habitants. Ensuite, cette obligation vaccinale est limitée à des zones précises, localités ou régions, selon le terme de la loi. Pendant, est limitée à une période précise, la plupart du temps, généralement, c'est une période d'alerte sanitaire, comme ce que nous vivons actuellement. Ensuite, il faut l'efficacité prouvée du vaccin. Hors épidémie, l'obligation est limitée à une frange précise de la population. Les nourrissons de moins de 1 an, c'est l'article 64 du Code de la santé publique qui le dit. Les professionnels exposés à des risques de contamination. Et dans ce cas, les coûts du vaccin, les coûts de la vaccination sont pris en charge par l'employeur. Nous avons ensuite une liste limitative de vaccins et l'article 64 du Code de la santé publique fixe, prévoit que les vaccins obligatoires soient prévus exhaustivement dans une liste fournie par le ministre chargé de la Santé. Dans le cas du Togo, cette liste est fournie en cas de besoin. Dans le cas en France, cette liste est fournie chaque année et matérialisée par le calendrier vaccinal qu'on peut trouver en ligne sur les sites internet de l'autorité, de la haute autorité sanitaire. Cette compétence de fixer des vaccins obligatoires du ministre est partagée avec le législateur, conformément à l'article 84 de la Constitution, qui dit que la loi fixe les règles concernant la santé et la population. Ensuite, vous avez des groupes techniques qui suivent la vaccination Togo et qui peuvent fournir des avis au ministre et aux autorités de santé publique. Et ces groupes sont prévus à l'article 606 du Code de la santé publique, notamment le comité d'organisation des journées nationales de vaccination. Dès lors, en matière d'obligation vaccinale, la compétence est donc exclusivement réservée au Conseil des ministres et au ministre de la Santé et partagée exceptionnellement avec le législateur. En ce qui concerne le vaccin Covid-19, on peut donc noter que les nouveaux services du maire du Golfe 5, les responsables des hôtels de la place, obligeant les employés à se faire vacciner sous peine d'être licenciés ou de ne pas percevoir leur salaire, sont donc illégales. Ensuite, nous allons voir les droits du malade accueilli dans un établissement de santé qui sont visés par les articles 569 à 574 du Code de la santé publique. Ces droits sont garantis par l'article 14 de la Constitution, qui dit que l'exercice des droits et libertés de la présente Constitution ne peut être soumis qu'à des restrictions expressément prévues par la loi et nécessaires à la protection de la santé publique. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que, comme nous l'avons vu tout à l'heure, l'obligation vaccinale est une exception à la règle qui est la recommandation vaccinale. Cela veut dire que quand on met en place une obligation vaccinale, cela doit être justifié, d'accord, et être prévu de manière claire par la loi et précisé par les décrets du ministre. Donc, l'obligation vaccinale ne peut pas être décidée de manière discrétionnaire par n'importe quelle autorité et ne peut pas porter sur toute une population ou toute une population d'un pays, d'accord,
ou toute une collectivité, par exemple. Donc, la Constitution la Constitution togolaise donc, nous précise donc, que cette obligation doit être restreinte, d'accord, d'être restreinte et concerner une frange précise de la population. Ensuite, vous avez le droit à la santé qui est garanti par la Constitution, l'article 31 de la Constitution. L'État reconnaît citoyen le droit à la santé et il œuvre à le promouvoir. Ce droit à la santé implique le droit à la bonne santé, c'est-à-dire le droit à la prévention, mais aussi le droit à la guérison. Le droit au libre choix du praticien, prévu par le Code de la santé publique. Mais nous avons aussi le droit à l'information, qui est prévu par le Code de la santé publique. Donc, tout patient prend avec le praticien de santé et compte tenu des informations et conseils fournis des décisions concernant sa santé. Nous avons également un droit au refus du traitement. Le praticien doit respecter la volonté du patient après l'avoir informé des conséquences de son choix. Si la volonté du patient de refuser d'interrompre un traitement met sa vie en danger, le praticien doit tout mettre en œuvre pour le convaincre d'accepter les soins indispensables. Le patient a également le droit au consentement libre et éclairé, qu'on a abordé un peu plus haut. Le Code de la santé publique énonce qu'aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé du patient. Ce consentement est révocable à tout moment. Toutefois, il y a des réserves. Le praticien ne viole pas la liberté du malade si, après avoir tout mis en œuvre pour le convaincre, il accomplit un acte indispensable à sa survie et proportionné à son état. Donc, si une personne refuse de se faire vacciner, un médecin ne peut le contraindre à accepter ce vaccin que s'il ressort de sa survie, hein, et si l'acceptation de ce vaccin est indispensable à sa survie. Et cela doit être justifié et motivé, clairement motivé par sous peine d'inconstitutionnalité. Ensuite, nous avons des règles de protection contre les convictions personnelles du praticien. C'est-à-dire que le praticien ne peut pas, pour des convictions politiques ou religieuses, obliger un patient à accepter un vaccin. C'est l'article 571 du Code de la santé publique togolaise qui le prévoit. Et enfin, nous avons donc la protection de l'intégrité physique des individus. Il peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité thérapeutique. Le consentement du patient doit être recueilli préalablement, excepté le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas amené de consentir. Donc, pour conclure, je vais donc aborder les difficultés pratiques au Togo pour les renseigner un peu. Au Togo, on a surtout l'absence de laboratoire de fabrication de vaccins, qui fait que nous n'avons pas des experts qui connaissent bien les vaccins qu'ils administrent aux patients et qui n'ont pas donc le réflexe de faire un suivi de ces vaccins-là, de ces vaccinations. On a donc les vaccins qui sont obtenus gratuitement dans le cadre du programme COVAX de l'OMS et de Gavi, qui sont financés par la fondation Bill Gates et Melinda Gates. Nous avons une faible surveillance des effets secondaires des vaccins. Et exceptionnellement, dans le cadre du Covid-19, il y a eu une création d'une institution de pharmacovigilance et de vaccins au Togo. Mais nous n'avons pas beaucoup de documentation produite par cette institution-là. Ensuite, nous avons une absence de système national de sécurisation du processus vaccinal et donc de mise en confiance de la population. Il faut savoir que, étant donné que certes, la plupart des vaccins sont soumis à l'obligation d'être réalisés, il y a une dimension importante qui est privilégiée par les autorités sanitaires, c'est la sensibilisation.
c'est sensibiliser la population, c'est d'amener la population à adhérer à cette obligation de vaccination. Sans quoi, il est impossible d'avoir une couverture vaccinale efficace. Et ensuite, nous avons l'absence de sensibilisation de la population afin de recueillir l'adhésion de celle-ci, comme je viens de le dire. Donc, nous avons donc des autorités qui sont obligées de contraindre la population à se faire vacciner, en violation totale des dispositions de l'OMS, de l'Organisation ouest-africaine de la santé, de la constitution même du pays et du code de la santé publique. C'est le cas des notes de service et des arrêtés du maire qu'on a évoqués un peu plus haut. Voilà, en quelques mots, la réglementation des vaccins et de la vaccination au niveau international, au niveau français et au niveau togolais. Bien évidemment, ces informations ne sont pas exhaustives. Je vais les détailler dans le document que je vais fournir ensuite, qui sera conservé dans le groupe. Donc, si vous avez besoin d'informations plus précises, j'ai noté les sources et compléter avec des définitions, des informations beaucoup plus exhaustives pour que vous puissiez approfondir vos recherches, votre envie de connaître ces informations. Voilà, j'ai fini ma présentation. Je vous remercie et j'attends donc vos questions. On peut passer aux questions. François, je te laisse la parole. Ah, on ne t'entend pas, François. Oui, en fait, mon micro était coupé. Donc, je remercie à nos noms le beau travail très fouillé, très documenté